Vivre et laisser mourir. Rien que le titre nous replonge en 1973. Un monde sur le point de découvrir un James Bond inédit. Aujourd'hui, nous vous dévoilons 21 anecdotes insolites, surprenantes et fascinantes que la plupart des fans ignorent. Coulisses du tournage, secrets de casting, significations cachées, cascades records et une anecdote bonus à la toute fin, tellement étrange qu'elle en paraît irréelle. Restez avec nous, car les meilleurs épisodes se méritent. Bienvenue au Club du Revisionnage, où chaque visionnage révèle quelque chose de nouveau. Un nouveau lien se tisse. Lorsque Sean Connery quitte le rôle, pour ce qui semblait être la dernière fois, les producteurs se retrouvent face à un défi quasi impossible. Qui pourrait bien remplacer l'espion le plus emblématique de l'histoire du cinéma? Ils auditionnent des acteurs comme Michael Billington et Jeremy Brett, et le jeune Timothy Dalton est approché mais refuse, expliquant, semble-t-il, au producteur qu'il est trop jeune pour endosser ce rôle. Le rôle fut finalement attribué à Roger Moore, star de la télévision et anglais au charme naturel. Ce 8e opus de la franchise James Bond mettait en scène un nouveau James Bond nommé Roger Moore, arborant sans doute le sourcil le plus expressif de l'histoire d'Hollywood. Moore avait 45 ans au début du tournage, ce qui faisait de lui l'acteur le plus âgé à incarner Bond à cette époque. Et voilà, il était vraiment nerveux. Dans des interviews, Moore a admis qu'il n'était pas sûr que le public l'accepterait. Mais dès qu'il est apparu à l'écran avec ce sourire désarmant, le monde entier est tombé sous son charme une fois de plus. Le Beatle qui a réécrit Bond Forever. Avant Live and Let Die, les chansons de James Bond suivaient une formule très précise. Une orchestration grandiose, une voix féminine puissante, un glamour à l'ancienne, du pur Shirley Bassey. Les producteurs ont alors fait quelque chose de presque impensable. Ils ont confié le thème à Paul McCartney et son groupe Wings. Et McCartney a composé l'une des plus grandes chansons de James Bond jamais écrites. Un détail souvent négligé. La chanson a été nommée à l'Oscar de la meilleure chanson originale lors de la cérémonie de 1974. Elle s'est inclinée face à The Way We Were de Barbra Streisand, mais cette nomination a marqué un tournant culturel majeur. Le hard rock faisait son entrée dans l'univers de James Bond, et plus rien ne serait jamais pareil. Anecdote intéressante. George Harrison aurait lui aussi manifesté son intérêt pour composer un thème pour James Bond. McCartney l'a simplement devancé. L'homme derrière le nom du méchant. Voici un élément qui changera à jamais votre perception du méchant du film. Le nom Kananga n'a pas été inventé par un scénariste. Il a été emprunté à une personne réelle. Ross Kananga possédait un élevage d'alligators en Jamaïque qui a servi de lieu de tournage principal. Sa contribution au film ne s'est pas limitée auprès de son terrain. Elle s'est étendue à l'une des cascades les plus périlleuses de toute l'histoire de James Bond. Lorsque le scénario a exigé qu'un personnage court sur le dos d'alligators vivants, tous les cascadeurs professionnels de l'équipe auraient refusé. Ross Kananga s'est alors proposé de le faire lui-même. Et cette chose fonce droit sur Roger. Des coups de feu ont retenti. Ross Kanger lui-même s'est jeté dans la mêlée. Ce qui s'est passé lors de ces 5 tentatives est une histoire qu'il faut absolument entendre en entier. Et nous gardons tous les détails pour le bonus à la toute fin. Croyez-nous, ça vaut le coup d'attendre. Jane Seymour a 22 ans. Au début du casting pour Solitaire, la cartomancienne éthérée dotée du mystérieux don de prescience, les producteurs recherchaient une actrice capable de dégager une véritable aura d'ailleurs. Ils l'ont trouvée en la personne de Jane Seymour, alors âgée de 22 ans. Elle n'avait encore que quelques rôles à son actif, mais vivre et laisser mourir a tout changé. Seymour s'est investi corps et âme dans sa préparation, étudiant le symbolisme des cartes de tarot pour donner une véritable authenticité à son interprétation. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est la fluidité naturelle de son alchimie avec Roger Moore, chaleureuse, enjouée et d'un réalisme saisissant malgré leurs différences d'âge.
Ce rôle l'a propulsé au rang de star internationale du jour au lendemain. Un tel parcours est rare. Mais lorsqu'il se produit, on peut presque toujours l'attribuer à une performance magistrale et marquante. Pour Seymour, ce fut ce moment. De James Bond Girl à des décennies de rôles emblématiques à la télévision, tout a commencé ici. L'exploitation Blaxpey de Bongo. En 1973, le mouvement d'exploitation Blaxpey redéfinissait le cinéma américain. Shaft, Superfly et Coffy dominaient le débat culturel, mettant à l'honneur des protagonistes noirs, des bandes originales funky et des récits urbains crus. Les producteurs de vivres et Laisser mourir y prêtaient une attention toute particulière. Le choix de situer une grande partie du film à Harlem et à la Nouvelle-Orléans et de peupler l'histoire d'une distribution majoritairement noire était une réponse directe et délibérée à ce courant culturel. Même la musique composée par George Martin, oui, le producteur des Beatles, portait des influences soul et funk indéniablement caractéristiques de cette époque. Certains critiques l'ont qualifié d'exploitation, d'autres de coup de génie marketing. Ce qui est indéniable, c'est que Vivre et laisser mourir a été rendu unique en son genre parmi les films de James Bond. Plus brut, plus ancré dans la réalité, plus sensible aux tensions culturelles de l'Amérique du début des années 70. Bond s'était toujours adapté. Cette fois, l'adaptation fut radicale. Le jeu de tarot qui a survécu au film. Pour que les scènes de tarot du film paraissent véritablement surnaturelles à l'écran, un jeu de tarot standard ne suffisait pas. La production a donc commandé un jeu de tarot entièrement original, conçu exclusivement pour le film. L'artiste Fergus Hall a créé les illustrations, sombres, stylisées et d'une beauté envoûtante. Chaque carte possédait une dimension cinématographique en parfaite harmonie avec l'atmosphère du film. Et c'est là que ça devient fascinant. Le jeu connut un tel succès auprès du public et des passionnés de tarot qu'il fut commercialisé après la sortie du film. Il devint un véritable objet culturel. Des décennies plus tard, le tarot James Bond Sept est toujours disponible et vendu. Les fans de James Bond et les adeptes du tarot le chérissent. C'est sans conteste l'un des objets dérivés les plus insolites et les plus emblématiques de l'histoire du cinéma. Un accessoire qui a transcendé le film qui l'a créé et acquis une existence propre. Le méchant qui a failli refuser. Yaphet Kotto était l'un des acteurs dramatiques les plus respectés de sa génération. Intense, charismatique et profondément sérieux dans son travail, Kotto avait de sérieuses réserves lorsqu'il fut choisi pour incarner Kananga, le puissant baron de la drogue au cœur du film. Il craignait que le rôle ne renforce les stéréotypes négatifs, notamment compte tenu de l'esthétique de l'exploitation Blaxpey et des dynamiques raciales à l'œuvre dans l'histoire. Il aurait eu des conversations franches avec le réalisateur Guy Hamilton sur la manière dont son personnage serait traité. Finalement, il s'est investi pleinement et a livré une performance d'une véritable menace et d'une grande intelligence qui a sublimé le film. Il s'est ensuite exprimé avec franchise sur cette expérience, évoquant la tension entre intégrité artistique et divertissement commercial. De nombreux fans de James Bond considèrent Kananga comme l'un des méchants les plus sous-estimés de toute la saga. Kotto a eu raison de persévérer, et le film y gagne en profondeur. 26 bateaux. Une poursuite légendaire. La course-poursuite en bateau à travers les bayous de Louisiane est l'une des séquences d'action les plus spectaculaires de toute la franchise James Bond. Et les chiffres sont véritablement stupéfiants. Au cours du tournage, la production a détruit 26 bateaux. 26. La séquence a nécessité des semaines de tournage et a mobilisé une véritable armée de cascadeurs, d'équipes de tournage et d'experts locaux des voies navigables de Louisiane, naviguant dans les méandres étroits du bayou. À l'époque, on la considérait comme la poursuite en bateau la plus longue et la plus coûteuse jamais filmée. Le réalisateur Guy Hamilton l'a décrite plus tard comme l'un des tournages les plus chaotiques de sa carrière sur le plan logistique, mais le résultat fut une séquence dynamique et palpitante, inédite pour le public de 1973. Elle reste impressionnante aujourd'hui encore. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire quel James Bond vous aimeriez que nous abordions ensuite. Nous lisons tous les commentaires.
L'homme, le mythe, le baron. Geoffrey Holder était déjà une figure remarquable, danseur, chorégraphe, peintre et acteur, né à Trinité et Tobago, d'une polyvalence extraordinaire. Mais lorsqu'il est entré en scène dans le rôle du baron Seamdi, quelque chose de presque surnaturel s'est produit. Le baron Seed est une figure issue de la tradition vaudou haïtienne. L'esprit des morts, gardien des cimetières, connu pour son rire tonitruant et ses malices. Holder a incarné ce rôle avec une authenticité saisissante, et une grande partie de ce qui a rendu sa performance si inoubliable tenait à l'improvisation pure. Ce rire iconique et sardonique dont vous vous souvenez. Largement improvisé, la pièce a offert à Holder une grande liberté créative, qu'il a exploitée sans retenue. Il a également été le chorégraphe du film, mettant en scène, personnellement, les séquences de la cérémonie vaudou. Si vous regardiez les publicités 7-Up dans les années 1980, vous connaissez déjà ce rire. Holder était l'homme anti-cola, l'une des voix les plus reconnaissables de la publicité américaine, et tout a commencé avec un méchant de James Bond, le shérif maladroit préféré des Américains. Clifton James interprète le rôle du shérif J.W. Pepper dans Vivre et laisser mourir. Ce policier louisianais, bruyant et d'une incompétence hilarante, débarque au beau milieu de la mission de Bond avec une maladresse magistrale. Conçu comme une satire comique, une critique acerbe d'un certain pan de la culture policière américaine, le personnage a conquis le cœur du public. James interpréta le rôle avec une conviction si jubilatoire que J.W. Pepper devint l'un des personnages secondaires les plus appréciés de la franchise. L'accueil fut si enthousiaste que les producteurs le rappelèrent pour le film suivant, L'homme au pistolet d'or, dont l'action se déroule en Asie du Sud-Est, obligeant les scénaristes à inventer des raisons de plus en plus invraisemblables pour expliquer la présence d'un shérif de Louisiane en Thaïlande. La logique a été poussée à l'extrême. Le public s'en fichait. Il voulait juste plus de piquant. Franchement, on le comprend. Si vous appréciez cette plongée dans l'univers déjanté de Vivre et laisser mourir, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à Rewatch Club. Nous analysons des films cultes de cette manière chaque semaine et vos commentaires nous intéressent. Quel est votre acteur préféré dans le rôle de James Bond? Connor, Moore, Dalton, Broman ou Craig? Dites-le nous dans les commentaires. Les débats y sont toujours passionnants. Revenons-en aux faits. Un record du monde inattendu. La course-poursuite en bateau comprenait une cascade individuelle si extraordinaire qu'elle a été officiellement reconnue par le livre Guinness des records. Le cascadeur Jericho a réalisé un saut spectaculaire. Son hors-bord a décollé d'un talus, franchi une autoroute et survolé une voiture de police, parcourant une hauteur d'environ 33 mètres. Cette cascade nautique reste l'une des plus audacieuses jamais filmées. Coe était réputé pour sa précision et après une préparation minutieuse, la production lui a donné son feu vert. Le saut a été filmé en une seule prise époustouflante. À sa projection à l'écran, les spectateurs auraient poussé des cris d'admiration dans les salles obscures. Pas d'image de synthèse, pas de filet de sécurité, juste un homme, un bateau et 33,5 mètres d'une ambition à couper le souffle. Ce record a officialisé ce que le public ressentait déjà au plus profond de lui-même. Il n'avait jamais rien vu de tel. Le toit du bus s'est arraché. L'un des moments les plus marquants visuellement de Vivre et laisser mourir n'est ni une fusillade, ni une explosion. Il s'agit d'un bus à Impérial dont l'étage supérieur est complètement arraché par un pont trop bas. La scène a été filmée en Jamaïque et réalisée entièrement de manière pratique, sans aucun trucage. La hauteur du bus par rapport au pont a été mesurée avec précision. La vitesse d'approche a été calculée avec précision et le toit a été retiré d'un seul jet. Le coordinateur des cascades, Bob Simmons, a supervisé la séquence qui a été réalisée en un nombre remarquablement réduit de prises. Ce qui rend ce moment si parfaitement représentatif de l'engagement de Roger Moore, c'est sa réaction. Imperturbable, il hausse à peine un sourcil tandis que la moitié du bus disparaît au-dessus de lui. Élégant, imperturbable,
légèrement amusé par le chaos ambiant. Voilà ce qui se passe en 3 secondes à l'écran. Tout ce que Roger Moore a apporté à ce rôle. L'organisation dont on ne pouvait prononcer le nom. Les fans de James Bond de longue date savent que Spectre, le réseau criminel obscur, dirigé par Ernst Stavro Blofeld, était l'antagoniste récurrent des premiers films. Mais à partir de Vivre et Laisser mourir, Spectre a tout simplement disparu de la saga. Plus aucune mention, plus de Blofeld, un silence complet. La raison était purement juridique. Le producteur Kevin McClory avait obtenu une partie des droits sur l'organisation Spectre à l'issue d'un long et âpre conflit concernant le film Opération Tonnerre. Cela signifiait qu'Eon Productions ne pouvait plus utiliser Spectre ni Blofeld sans risquer de graves poursuites judiciaires. Les scénaristes furent donc contraints d'inventer de nouveaux méchants et de nouvelles organisations pour chaque film suivant. La bataille juridique s'éternisa pendant des décennies. McClure finit par utiliser ses droits contestés pour produire son propre film de James Bond non officiel, Jamais plus jamais, en 1983. Parfois, les rebondissements les plus étranges de l'histoire de James Bond se sont produits non pas à l'écran, mais dans une salle d'audience. L'intrigue liée à la drogue, inspirée de faits réels, est glaçante et sophistiquée pour un James Bond. Le plan central de Vivre et Laisser mourir, qui consiste à inonder les États-Unis d'héroïne gratuite pour créer des millions de toxicomanes puis à contrôler le marché, est au cœur de Vivre et Laisser mourir. Et ce film n'a pas été écrit de manière isolée. Au début des années 1970, l'héroïne était devenue une véritable crise nationale aux États-Unis. Les vétérans de retour du Vietnam étaient confrontés à une dépendance en nombre dramatique. Des villes comme New York et la Nouvelle-Orléans subissaient au quotidien les conséquences humaines du trafic de drogue. Les réalisateurs ont puisé dans ces angoisses pour construire leur récit. Le fait de situer l'histoire à Harlem et dans le Sud américain lui conférait un ancrage troublant dans la réalité, la distinguant nettement des plans plus extravagants, des méchants, des précédents James Bond. Ce n'était pas qu'un simple divertissement, c'était, à sa manière, le reflet des aspects les plus sombres de cette époque. Le James Bond qui détestait les armes. James Bond est indissociable de son Walter P. PK. L'arme est presque un personnage à part entière. Aussi, vous serez peut-être surpris d'apprendre que Roger Moore éprouvait un profond malaise personnel envers les armes à feu, bien au-delà des plateaux de tournage. Moore était un pacifiste convaincu, un homme qui, dans la vie, abhorrait la violence et les armes avec une conviction profonde et discrète. Il aurait trouvé les scènes où il devait manipuler des armes à feu avec une froide menace extrêmement pénible, car cela allait à l'encontre de toutes ses convictions. De plus, selon plusieurs témoignages, il avait une peur panique des serpents, ce qui rendait certaines scènes de Vivre et Laisser mourir bien plus intéressantes en coulisses que devant la caméra. La solution de Moore était élégante. Il incarnait Bond avec esprit, charme et un sourcil parfaitement arqué, misant sur l'intelligence plutôt que sur la brutalité. Ce n'était pas le Bond de Connery. C'était quelque chose d'entièrement original, et le monde l'a adoré pour cela. La Nouvelle-Orléans avant l'arrivée d'Hollywood. Aujourd'hui, la Nouvelle-Orléans est l'une des villes les plus accueillantes pour le cinéma aux États-Unis. Dotée d'infrastructures de production performantes, d'avantages fiscaux généreux et d'une histoire cinématographique riche de plusieurs décennies. Mais au début des années 1970, les grandes productions hollywoodiennes s'y aventuraient rarement. Vivre et Laisser mourir fut parmi les premiers films de studio à gros budget à être tournés en grande partie dans la ville, capturant ses clubs de jazz, ses rues imprégnées de l'atmosphère de Marty Grodren et ses bayous sinueux pour un public international. La production a insufflé une véritable énergie économique à la Nouvelle-Orléans et a fait découvrir à des millions de spectateurs du monde entier l'atmosphère unique de la ville, comme peu de films l'avaient fait auparavant. Les habitants se sont déplacés en masse pour assister au tournage.
Si cela a parfois perturbé les plannings, cela a aussi contribué à créer une authenticité que l'équipe a valorisée plutôt que combattue. Les historiens du cinéma considèrent souvent Vivre et Laisser mourir comme l'un des catalyseurs discrets qui ont permis à la Nouvelle-Orléans de devenir le centre de production majeur qu'elle est aujourd'hui. Bond n'y a pas seulement tourné un film, il a contribué à bâtir toute une industrie. La mort la plus glorieusement absurde de toute la saga James Bond. Chaque méchant de James Bond mérite une sortie mémorable. Goldfinger est tombé par le hublot d'un avion. Les Danses de la mer a survécu à presque tout, mais la mort de Kananga dans Vivre et Laisser mourir est unique en son genre. Bond lui enfonce de force une pastille d'air comprimé, censée repousser les requins, dans la bouche. Ce qui suit est l'une des scènes de mort les plus glorieusement déjantées jamais filmées. Kananga se gonfle comme un ballon, flotte vers le plafond de son repère sous-marin, puis explose. Roger Moore lui-même en a longuement plaisanté dans des interviews ultérieures, la qualifiant de merveilleusement et délibérément excessive. L'équipe des effets spéciaux aurait eu du mal à rendre la séquence de gonflement crédible plutôt que purement comique, même si beaucoup affirment que c'était précisément le but recherché. C'est du pur James Bond de l'époque Roger Moore. Audacieux, absurde et absolument inoubliable. Et en parlant d'inoubliable, voici notre bonus, encore plus surprenant. Une fin inexplicable. Le baron Sieht, interprété par Geoffrey Holder, semble trouver la mort lors du dénouement du film. Bond l'enterre la tête la première dans un cercueil rempli de serpents venimeux. Une conclusion théâtrale, à la hauteur d'un personnage hors du commun, sauf que le plan final du film raconte une toute autre histoire. Tandis que le train transportant Bond et Solitaire traverse l'obscurité, le baron Seed apparaît à l'avant de la locomotive, vivant, indemne et riant de son rire si particulier face à la caméra. Le film ne fournit aucune explication. Était-il véritablement surnaturel? Un rêve? Un avertissement? La question a été laissée entièrement et délibérément en suspens. Elle a suscité un véritable débat parmi les spectateurs en 1973 et continue de le faire. Geoffrey Holder a déclaré plus tard qu'il appréciait que le personnage ne soit jamais expliqué, car certaines choses sont plus puissantes lorsqu'elles restent un mystère. C'est l'une des images finales les plus discrètement obsédantes de la saga James Bond, et elle n'a jamais cessé de faire parler d'elle. La chanson qui a failli remporter un Oscar. La chanson titre de Paul McCartney a été nommée aux Oscars, mais toute la portée de ce moment mérite d'être analysée. Lorsque l'Académie a annoncé les nominations pour la meilleure chanson originale lors de la cérémonie de 1974, c'était la première fois qu'un morceau de hard rock était reconnu dans cette catégorie. La franchise James Bond avait déjà flirté avec des sonorités contemporaines, mais rien de comparable à l'explosion rock signée McCartney. La chanson est devenue l'un des thèmes les plus emblématiques de la saga, figurant régulièrement en tête des sondages auprès des fans des décennies après sa sortie. McCartney l'interprète encore aujourd'hui en concert, et cette montée en puissance, ce passage de l'orchestration au rock, ce moment où tout le groupe explose, reste un véritable moment d'exaltation. Perdre face à The Way We Were n'était pas une honte, mais demandez à n'importe quel fan de James Bond qui méritait cet Oscar et vous obtiendrez une réponse très tranchée, assénée haut et fort. Le canon du pistolet qui bouge. Chaque film de James Bond commence de la même manière. La séquence iconique du canon du pistolet, Bond traversant l'écran avant de se retourner et de tirer tandis que le cercle se referme et devient rouge sang. C'est l'une des images d'ouverture les plus reconnaissables de toute l'histoire du cinéma. Sauf que Vivre et Laisser mourir a dérogé à cette règle. Pour la première fois dans l'histoire de la franchise, le plan du canon du fusil a été déplacé du début du film, apparaissant désormais à la fin de la séquence précédant le générique. Les producteurs ont fait un choix structurel délibéré pour les débuts de Roger Moore, laissant le film installer son atmosphère et ses enjeux dramatiques avant de présenter officiellement le nouveau James Bond. C'était subtil, mais significatif.
Dès la première image, cela annonçait que l'ère Moore aborderait la mythologie de Bond avec une audace créative et expérimentale rarement observée sous Connery, malgré leur génie. La formule avait changé. Plus rien ne serait comme avant. Anecdote bonus. 5 prises, une chaussure et le nom du méchant. Et voilà le détail que nous attendions tous. Ross Kanaganga était propriétaire de la ferme d'alligators en Jamaïque utilisée pendant le tournage. Lorsque le scénario a exigé qu'un personnage court sur le dos d'alligators adultes, le coordinateur des cascades s'est vite rendu compte qu'aucun cascadeur professionnel de l'équipe n'était prêt à tenter l'expérience. Kananga se porta donc volontaire. S'ensuivirent 5 tentatives pour traverser l'eau en surplombant de véritables alligators. Lors des 4 premières tentatives, un imprévu survint. Un alligator fit volte-face. Il perdit l'équilibre. Un reptile se redressa brusquement. À la 5e et dernière tentative, un des alligators mordit la chaussure de Kananga et s'y accrocha. Au lieu de s'arrêter, il se dégagea de l'eau et réussit à traverser. L'équipe, stupéfaite, resta muette. Les images furent intégrées au film et les producteurs, dans un élan de gratitude profonde et quelque peu étrange, baptisèrent le principal antagoniste de son nom. Un des honneurs les plus insolites jamais accordés à un civil et l'un des moments les plus mérités de l'histoire de James Bond. Vivre et laisser mourir n'était pas simplement un nouveau James Bond. C'était une réinvention complète. Il nous a offert l'interprétation charmante, spirituelle et totalement unique de Roger Moore dans le rôle de Sept. Il nous a offert l'une des plus grandes chansons de l'histoire de la musique. Il nous a offert des cascades records, des cérémonies vaudou, un méchant explosif et un antagoniste surnaturel qui n'est peut-être jamais mort. Ce film a fait découvrir la Nouvelle-Orléans au monde entier. Et quelque part dans les bayous de Louisiane, il a discrètement redéfini les codes du film d'action. Alors, voici ce que nous voulons savoir. Quel James Bond avec Roger Moore devrions-nous aborder ensuite? L'homme au pistolet d'or, l'espion qui m'aimait ou Moonraker? Dites-le nous dans les commentaires. Et tant que vous y êtes, quel est votre James Bond préféré?